Hop. Je vais juste vérifier rapidement que le son fonctionne. Il y a un petit délai. 52. Il y a un tout petit délai en fait sur la page au démarrage. 56. Alors on est en direct les gars. Bon, bah, ça a l'air d'être bon. N'hésitez pas à nous faire un petit retour là pour ce premier live qu'on met en place sur la page Facebook de la Vendéenne. Si vous nous entendez bien, normalement oui, on a fait des petits tests en amont. Donc bienvenue pour cette petite interview avec mes deux invités de ce soir. Donc on a Duarte Delgado et puis Erwan de Brouwer. Salut les gars. Salut. Salut, bonjour à tout le monde. N'hésitez pas à nous faire des retours en direct. Je vais suivre vos questions sur la page Facebook. Mais bon, a priori, ça a l'air de tout fonctionner. N'hésitez pas à partager aussi, évidemment. Plus on sera sur la page, mieux ce sera. Bon, salut les gars. Pour ma première question, comment ça va? Erwan? Vas-y. Bah, ça va bien. Comme tout le monde, on reste confiné, mais ça va bien. On tient le bon bout, vivement la fin, mais tout va bien. Ouais. Duarte, comment ça va? Exactement. De mon côté, pareil. On va bien. Ça vient un peu dur, comme tout le monde, mais bon, on a la bonne santé, c'est le principal. Et du coup, d'une forme générale, on est bien ici. Bon. T'es confiné où, Duarte, toi, actuellement, là? T'es où? Moi, j'habite un petit appartement ici au centre-ville de La Roche-sur-Yon. J'habite avec ma copine. D'accord. Et toi, Erwan, t'es à La Roche aussi? Ouais, pareil, moi je suis à La Roche aussi, avec Sarah, ma chérie, et voilà. Pareil en appart. Ok, très bien. Bon, comment on fait pour garder la forme là depuis un mois? Qu'est-ce que vous avez mis en place avec l'équipe Duarte pour maintenir la forme dans un appartement? Bon, c'est évident que c'est pas facile. On n'a pas les meilleures conditions. Moi, j'essaie de garder un peu ma forme. Je fais un travail presque tous les matins. Après, c'est vrai qu'à partir du moment qu'on a été au courant de la fin du championnat, je pense qu'un peu tous pareil, on a relâché un petit peu. Mais bon, on fait toujours un travail pour soutenir notre forme physique. Ok. Et toi, Erwan, tu as dû laisser de côté ton boulot d'ostéo du coup. Donc, ta prépa physique, enfin, comment tu maintiens la forme là pendant cette période? Bah, on a eu, nous, on suit pas mal avec le partenariat du club là, avec la boxe de CrossFit de La Roche, qui propose des séances tous les jours. Donc voilà, on essaye de se tenir à ces séances-là, même si ça remplacera jamais au final le fait de mettre les patins et d'avoir un certain rythme. Ouais. Donc voilà, je fais ces séances-là et puis en même temps je vais courir de temps en temps quand j'en ai un peu marre d'être sur place, quoi. Vous arrivez à maintenir du lien avec l'équipe? Vous avez l'habitude de vous voir quasiment tous les jours, la semaine, le week-end, etc. Du jour au lendemain, tout est coupé. Comment vous maintenez le lien avec vos coéquipiers, puis avec le staff aussi, avec les entraîneurs? Duarte, comment ça se passe? Bon, on garde toujours les contacts. On essaie de faire toutes les semaines, ou presque 10 jours, une réunion avec tous les staffs que nous mets au courant de la situation et aussi que nous dis le travail qu'on préfère à côté. C'est sous cette forme-là qu'on garde les contacts, un peu comme ici avec les Zoom, avec une réunion WhatsApp. Ok, donc la saison s'est achevée, décision la semaine dernière, si je ne dis pas de bêtises. Fin du championnat, on a gelé le classement. La Vendéenne finit vice-champion de France, du coup, deuxième place, ce qui signifie aussi une place en Ligue des Champions, la fameuse Euroleague. Votre sentiment, les gars, sur cette fin de championnat? Alors, on aurait pu imaginer différents scénarios. Il y en a un qui a été arrêté. Il s'arrête de cette façon-là. Cette deuxième place, Erwan, elle est méritée. Elle récompense un travail de toute cette première partie de saison. Bah bien sûr, c'est sûr que cette deuxième place, je pense qu'elle est méritée. Après, ça doit certainement être la deuxième place la plus bizarre de l'histoire du club, je pense.
Donc voilà, on sait pas comment ça aurait pu se terminer au niveau de la saison. On était plutôt bien, on visait plus haut que la deuxième place. Maintenant, au vu de la situation, ça se passe comme ça. On ne doit que respecter cette décision. Place maintenant à l'année prochaine. On finit vice-champion de France. On aura la Ligue des Champions. Donc il y aura une belle saison et de beaux matchs à venir à l'Angelmire l'année prochaine. Donc deuxième place à 2 points de Saint-Omer, si je dis pas de bêtises. On va essayer d'être le plus objectif possible, évidemment, mais je connais un peu votre réponse. Est-ce qu'il y avait moyen, Duarte, d'aller chercher cette première place à la fin du championnat? Il fallait aller à la Saint-Omer, il fallait aller à Quévert, des déplacements périlleux. A priori, Saint-Omer, même si aucun match n'est gagné, avait un calendrier un peu plus favorable. On aurait pu aller chercher ce 14e titre pour la Vendéenne ou pas cette année? Franchement, je pense que oui. De toutes les manières, j'arrive pas à penser de notre façon. Moi, j'ai un mix de sentiments. Un premier sentiment, que ça revient à l'encontre de ta question, c'est que c'est dommage pour nous, parce que je pense qu'on a été sur une bonne dynamique. Ouais. De toute façon, on avait une vie, on a pensé qu'elle était possible. Et je le crois personnellement qu'elle était possible. De l'autre côté, je pense que c'est très important aussi que cette fin de saison, on n'a pas de meilleur sentiment qu'arriver en fin de saison, même si on n'a pas fini, ça marquait 7 matchs, et c'est clair. Et 7 matchs difficiles, comme tu viens de dire, on a été 2 ou 3 passements très difficiles. Mais moi, personnellement, je pense qu'on arrive au fin de championnat avec le devoir à accomplir. Ça va dire que tous les objectifs que les clubs ont demandé de faire, déjà les championnats, que se battre jusqu'au fin de ce titre, je pense qu'on a été sur le bon chemin. Les Coupes France, être présent sur les Final Four, on a été qualifiés. Et aussi les Coupes d'Europe, je pense qu'on a fait une belle prestation, même qu'on a été éliminé, mais on a été éliminé d'une forme avec la tête bien levée. Du coup, je pense que c'est quand même une année très positive individuellement. Après, ça revient vraiment à cette côté-là qu'on pensait que ça a été possible de chercher cette titre comme tu viens de me demander. On a la Vendéenne s'est qualifiée pour cette demi-finale de Coupe de France, Final Four qui nous échappait, si je ne dis pas de bêtises, depuis 2 ans. Elle devait se jouer à Liévin. Avec l'actualité, évidemment, elle ne se déroulera pas. Je crois que c'était début mai ou quelque chose comme ça. Reportée au mois de septembre, c'est plutôt une bonne nouvelle. Face à Saint-Omer en demi-finale, entre guillemets, ça sera une finale du championnat de France qui aura lieu à ce moment-là. Erwan, comment vous allez aborder ça? Ça va être un des premiers objectifs de pouvoir battre Saint-Omer. Ça sera un petit peu la revanche, le match retour qui n'a pas été effectué. Et puis une 7e Coupe de France pour la Vendéenne, c'est aussi un objectif qui était attendu cette année. Ouais, c'est clair. Alors ça sera évidemment un Final Four de Coupe de France qui sortira de l'ordinaire parce qu'on sera en plein début de saison. Donc ça va être très important de pouvoir se préparer correctement pendant l'été entre la période, parce qu'il faut savoir que finalement avec ce confinement, d'habitude on met pas les patins pendant un mois et demi. Là ça va faire je pense 4 mois pratiquement qu'on n'aura pas mis les patins, même si on va peut-être un peu les remettre, mais il va y avoir quand même un gros travail de fond à faire. Maintenant, même si la demi-finale est contre Saint-Omer, ça ne voudra pas dire qu'en gagnant la demi-finale, on aura un titre, hein, parce qu'il y a 2 autres équipes aussi qui vont se battre. Donc va falloir prendre ces matchs relativement au sérieux dès le début de l'année. Ça va pouvoir lancer la saison. Donc il y aura d'abord Saint-Omer, et puis il y aura de l'autre côté comment les 2 autres équipes qui sont, si je me trompe pas, Noisy et Nantes. C'est ça, ouais. Si je dis pas de bêtises. Ouais. C'est l'autre demi-finale. Donc qui seront aussi des candidats pour aller chercher cette Coupe de France. Donc et puis on va être sur des nouveaux effectifs, on va être sur des nouvelles équipes. Peut-être qu'il y aura un petit peu moins de d'automatisme. Donc voilà, je pense que ça peut être un Final Four qui peut être relativement ouvert,
peut-être contrairement à parfois des Final Four de mi-saison ou de fin de saison qui sont en mai où les équipes sont déjà rodées, quoi. Donc, il faudra s'en méfier. Coupe de France d'ailleurs qui devrait se dérouler à Nantes, si je dis pas de bêtises, parce que la salle de Liévin n'est pas dispo et du coup, ça serait la Coupe de France 2021 qui pourrait se dérouler à cet endroit. On repart un petit peu aussi, avant de parler de cette qualification en Ligue des Champions, le parcours en Coupe d'Europe cette année. Alors moi j'appelle ça, je fais partie des anciens encore, la Coupe de la Cerce. J'arrive pas à assimiler encore le nouveau nom, mais ça viendra. Un beau parcours de la Vendéenne, mais frustré quand même de cette élimination face à Caldes. Duarte, on n'était pas loin d'aller créer un exploit face à une équipe de Caldes qui gazait bien au Hockey Liga cette année. On est tombé plus fort que nous, il nous a manqué un peu d'expérience. C'est quoi ton avis par rapport à ça? Je pense un conjoint de facteurs. Déjà, les matchs à Caldes, je me souviens je ne suis pas quelqu'un de parler trop de les chances ou pas de les chances, mais on a mis 2 buts contre notre camp. Je me souviens, à la fin de premier mi-temps, c'est moi, un 2 contre 1, que j'ai mis les balles au fond de la cage de Lyon. Et après, au fin de match, on a été 3-1 avec un shoot loin. Je pense que c'était Erwan, non? C'était toi qui a touché une balle avec les crosses. Du coup, même si on était plus forts que nous et on a été plus défensivement qu'offensivement, je pense qu'on ne méritait pas sortir de cette match-là avec une différence de 3 buts. Après, chez nous, je pense qu'on a fait un des grands matchs de la saison. On a montré qui on est, on a montré qu'on est la région, on a montré qu'on n'est pas un club français, qu'on a aussi la capacité de faire face à des équipes comme ça. Je me souviens qu'on commence à gagner les matchs tout de suite 2-0, après on vient 2-1 sur un coup franc direct. Après, on était pas mal de situations pour mettre les 3-1 et ouvrir les matchs. Et en fin de match, à 5 secondes de fin, on prend un dernier but. Mais comme tu viens de dire, bon, c'est une sensation qu'on pourrait faire plus. Oui, on pourrait faire plus aussi, mais on sort avec les consciences qu'on a été compétitif sur les 2 matchs, qu'on a fait quand même un bon parcours. Deuxième place, donc qualification en Ligue des Champions pour tout joueur d'élite, c'est un objectif et puis un rêve de participer à cette compétition. On sait aussi que ça peut être à double tranchant pour des objectifs de Coupe de France et de championnat. Comment vous allez aborder cette Ligue des Champions, Erwan, sachant que quand on voit le match de Saint-Omer qu'on perd à la maison de 1 ou 2 buts, je ne sais plus, on avait en face de nous une équipe de Saint-O qui avait justement ce rythme européen et puis ces gros matchs aussi avec la Super Coupe qu'on n'avait peut-être pas dans les jambes à ce moment-là. Comment on va gérer cette Ligue des Champions avec l'effectif, le staff, etc. Je pense qu'on va la gérer de la meilleure des façons. Faut voir plus haut. On va pas y aller pour juste aller jouer des matchs. On va essayer de faire bonne figure, d'aller chatouiller ces gros clubs européens. Même si on sait très bien que ça sera difficile, mais ça peut aussi nous servir énormément pour justement les matchs de championnat, pour les matchs de coupe. Pour avoir un rythme de jeu qui peut être supérieur finalement au championnat français, ce qui a pu nous manquer justement quand on a joué Saint-Omer à la maison et ce qui eux ne leur a pas manqué. Donc voilà, on va l'aborder pour essayer de créer des exploits à chaque match. Et puis adviendra ce que pourra et on verra bien ce que ça donnera, mais je pense qu'on a la capacité, on l'a vu cette année face à Caldes, on a la capacité d'avoir un niveau de jeu face à des équipes européennes, et donc on peut que avoir des espérances, on va dire, sur notre parcours à ce niveau-là, et on donnera le maximum. Le tirage rêvé pour toi, Duarte, pour la Ligue des Champions? J'imagine une équipe portugaise. Non, bien évidemment que c'est une équipe portugaise. Et si possible, le Benfica. Je ne cache pas que je suis supporter déjà au foot. S'il y avait la possibilité de tomber sur le Benfica, oui. Forcément mon principal candidat. D'accord. Et puis les 2 autres, parce qu'il faut être 4 dans une poule, si c'est toujours le même système, mais je pense que oui. Après, c'est possible, peut-être tomber avec une équipe italienne, une équipe suisse, pour essayer de tenter quelque chose, quoi. Ok. Et toi, Erwan,
tes équipes que tu aimerais pouvoir rencontrer? Bon, j'aurais tendance à dire Liceo en Espagne. Ça nous permettrait de revoir Des vieilles connaissances, quelques-uns des vieilles connaissances. Porto, Portugal, ça permettrait de revoir aussi de vieilles connaissances. Ouais. Après, je pense que le must du must quand même pour un joueur, même si c'est des matchs qui sont très compliqués, ça reste de jouer le Barça. Ouais, évidemment. Ouais. Malgré tout, de jouer le Barça au Barça, même si on sait qu'on peut s'attendre à un match compliqué, mais dans une carrière, je pense que ça peut toujours servir. Et puis oui, voilà, un gros club italien, ça m'irait bien de choper des gros clubs et de pouvoir faire des gros matchs face à des gros clubs, ça serait intéressant. Ouais, ok. N'hésitez pas à laisser vos questions ou commentaires sur la page Facebook. On va essayer d'en poser quelques-unes. Puis si on n'a pas le temps d'y répondre, les gars iront y répondre derrière, parce que l'enregistrement restera un petit peu sur la page Facebook, je pense. Alors je comprends pas le portugais, Edouard, mais on parle beaucoup de ta barbe, hein, et de nos coiffures. Donc bon, j'ai 2-3 notions de portugais là-dessus, Barbero, etc. Voilà, bon. On repart un petit peu sur les joueurs là, européens, les équipes européennes. C'est qui vos modèles un peu les gars là sur les joueurs alors d'aujourd'hui hein, qui jouent dans les équipes, enfin les plus grosses équipes, vos joueurs aussi qui vous ont servi d'exemple là quand vous étiez gamin, qui vous faisaient rêver. Duarte, tes joueurs ouais, qui t'ont fait rêver ou aujourd'hui qui sont modèles pour toi? Moi, peut-être des joueurs plutôt avec caractéristiques moins techniques, plutôt comme moi. J'ai toujours grandi à voir des joueurs avec ce profil. Maintenant, si tu me demandes cette question, aujourd'hui, j'adore un joueur comme Serge Panadero, comme Reinaldo Garcia, Marc Wall. J'étais éternel fan de Marc Wall, c'est un joueur. Peut-être que je peux choisir un top 3 de l'actualité. Ça vient sur Marc Wall, Reinaldo Garcia et Serge Panadero. Et toi, Erwan, tes modèles aujourd'hui ou ceux qui ont été? Ben moi, mon modèle vraiment quand j'étais plus jeune, c'était Nicolia. Maintenant, aujourd'hui, mes modèles ont complètement changé parce que j'ai complètement changé de poste aussi. Donc je dirais pas que j'ai des modèles, mais il y a pas mal de joueurs sur lesquels je vais essayer de faire de la vidéo, regarder ce qu'ils font. Et évidemment, les meilleurs joueurs de surface aujourd'hui, ça va être Joao Rodriguez, ça va être Pablo Alvarez, Christian Rodriguez aussi qu'on a joué contre Caldes, qui est quand même un joueur qui est champion du monde, qui a quand même tout gagné et dans la surface qui m'avait quand même assez impressionné. Donc voilà, tous ces joueurs-là à caractéristiques vraiment d'attaquants de surface. J'essaye au maximum de pouvoir m'en inspirer pour essayer d'être le meilleur possible. Est-ce que c'est justement ces modèles-là qui te font devenir cette année, championnat terminé, donc meilleur buteur du championnat de France devant Tony Serrault, si je dis pas de bêtises. Tu as marqué combien de buts? 40, non, 35? Combien déjà? Dis-moi. 32, je crois. 32. Tu en aurais marqué une quarantaine, c'est au moins. Je sais pas. Ouais. Qu'est-ce qui fait que le Erwan, qui est arrivé maintenant il y a 5 ans, tu vas faire ta 6e année, s'impose au fil du temps, là, comme tu dis, tu as changé un peu de poste, tu as eu plus de temps de jeu aussi, tu as su t'imposer, être persévérant, parce qu'il faut être persévérant. Et puis aujourd'hui, alors même si évidemment c'est une victoire collective, hein, il faut être là, il faut des coéquipiers pour faire des passes. Comment tu en arrives là aujourd'hui? C'est quoi ton bilan perso par rapport à ça? Ça a été beaucoup de travail et de remise en question parce que réussir à changer une habitude de jeu dans laquelle on était depuis qu'on est jeune, c'est vrai que c'est quand même pas facile. Donc il a fallu quand même beaucoup travailler, changer pas mal de choses, s'adapter, essayer de comprendre le jeu, comprendre les choses. Il y a eu beaucoup d'échanges aussi avec les joueurs. Après moi c'est le nombre de buts finalement il vient avec cette caractéristique là de finisseur, et malgré tout j'ai une position qui me permet de finir les actions, donc évidemment je vais être un joueur qui va marquer plus de buts, mais si j'ai pas, comme tu disais, si j'ai pas des coéquipiers derrière qui font un
un bon travail, ça restera relativement compliqué d'en marquer et je patinerai dans la semoule toujours. Donc c'est un ensemble de choses qui ont permis tout ça. Des discussions aussi avec les coéquipiers, de savoir à tel moment où faire le bloc, qu'est-ce que eux attendaient de moi aussi, à quel endroit, comment, où est-ce que je vais, où est-ce que je finis l'action, où est-ce qu'ils envoient la balle. Voilà, ça a été pas mal de discussions comme ça aussi qui nous ont permis de trouver des bons automatismes. Mais je te rassure, il y en a encore pas mal à trouver. C'est ce qu'il y a de bien dans cette position, c'est que finalement, on peut toujours progresser, enfin comme dans toutes les positions d'ailleurs, mais on peut toujours faire mieux parce que on propose tellement de solutions que finalement, il y en a très peu qui arrivent au bout. Hein, sur 5, 6, 7 appels, peut-être qu'il y en a que un qui va réussir. Donc voilà, il y a toujours des choses à améliorer, il y a toujours des automatismes à trouver avec les coéquipiers pour pouvoir réussir à marquer encore beaucoup de buts et pouvoir apporter cette caractéristique-là à l'équipe. Ouais. Par rapport à justement cette progression, évidemment, enfin, un des objectifs, et puis enfin, tout joueur qui vise l'élite et puis de monter plus haut, bah, c'est l'équipe de France aussi. L'année dernière, pour les mondiaux à Barcelone, à 11e joueur, donc non sélectionné. Là, cette année, tu étais aux portes de l'euro, voire même pouvoir y participer. On ne saura jamais. Hein. Puis malheureusement, l'euro est reporté. Alors, 2021, 2022, il y a encore beaucoup de questions qui se posent là-dessus par rapport aux différents événements de l'année prochaine, le report de la Coupe d'Europe de foot, les Jeux Olympiques, etc. Ça reste un objectif pour l'année prochaine. Malgré tout, est-ce que tu as un sentiment de frustration parce que tu te dis bah ouais, c'était mon année, je pouvais y aller, puis je pouvais donner mon petit grain dans cette équipe de France? Mais, sentiment de frustration, oui et non, puisque je pense que, enfin, il y a plus de monde qui était au courant que moi, parce que finalement, moi, j'étais pas du tout au courant, hein, j'ai jamais eu d'appel ou quoi que ce soit, donc je pense que autant l'année dernière, voilà, être 11e joueur, pour moi, ça me paraissait totalement logique, hein, parce que je pense que je fais une saison plutôt surprise en marquant 30 buts, pas grand monde s'y attendait. Bon, cette année, on va dire que c'était un petit peu plus la saison pour le prouver, donc j'y prétendais certainement. Maintenant, c'est une déception comme tout le monde. Je veux dire, c'est une déception pour les joueurs qui étaient sélectionnés. C'est une déception pour les bénévoles, pour tous ceux qui travaillaient derrière, là-dessus. Maintenant, non, je me dis pas que c'était mon année et que voilà, j'aurais dû y participer. Je me dis que ça me laisse aussi un an de plus pour pouvoir travailler encore mieux et pour pouvoir revenir encore plus fort, faire une meilleure saison et prouver encore que je peux y prétendre, quoi. Ouais, ok. Pas mal de petits coucous hein, sur le chat hein, aux différents bénévoles, aux partenaires, etc. On a des questions aussi, puis on va y venir hein, sur le recrutement, le mercato. Alors, on va l'aborder, mais il y aura beaucoup plus de réponses et puis on rentrera un peu plus précisément là-dessus vendredi parce on lance un deuxième live avec Jean-Philippe Brison qui s'occupe de l'effectif élite. Et puis on aura Carlo Di Benedetto aussi du grand FC Porto qui sera avec nous. Donc on a 4 départs qui ont été annoncés. A priori, c'est le dernier ce matin, Stan. Il y aura une stabilité et une ossature quand même qui resterait l'année prochaine. Donc ça, c'est plutôt un point positif. On a Joao hein, qui part, hein, qui n'a pas été renouvelé par le staff. Très apprécié hein, par tous les enfants du club. Il a fait vraiment un super boulot. Après, il a peut-être manqué de régularité et puis d'efficacité devant la cage, peut-être. Enfin, ça reste mon avis. On a le départ de 2 jeunes du club, Nico qui a été formé à 100% à la Vendéenne, Stan qui est passé par Saint-Omer d'abord pour ensuite arriver à Quévert. Je ne vous donnerai pas leur destination parce que c'est plutôt au club qui vont les accueillir d'annoncer ça. On fonctionne plutôt dans ce sens-là. Ça devrait arriver assez rapidement. Duarte, quel est ton avis sur les jeunes aujourd'hui qui arrivent dans l'équipe de la Vendéenne, une équipe de la Vendéenne qui a toujours des objectifs de podium, de titre, de coupe,
de qualification en Coupe d'Europe. Est-ce que il faut savoir être patient? Est-ce qu'ils ont fait peut-être preuve d'impatience? La durée de jeu est pas simple à avoir, hein, puis on a souvent 5 minutes pour tout prouver. Euh, comment tu vis ça? Parce que c'est toi, on en reparlera après, tu es éducateur au club, tu entraînes tous nos jeunes. C'est de départ, donc c'est quoi ton sentiment par rapport à ça? Bon, par rapport à la question que tu me fais les jeunes, je pense que cette nouvelle génération, ça manque un peu de patience. C'est au ressentir personnel. Des fois aussi, je pense, c'est pas une remarque, mais je pense que les parents conseillent pas trop bien des fois. Et c'est pas positif. Après, sur les jeunes, comme tu viens de parler, je pense qu'ils ont parlons de notre club, ils ont la chance, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qu'avec 17, 18, 19 ans, avoir l'opportunité de jouer un club comme ça. En plus, jouer en Champions League, c'est comme une expérience. Il y a pas mal de monde qui joue en championnat espagnol ou portugais, qui joue en 16e, 7e place du classement, qui n'ont jamais auraient l'opportunité de jouer en Champions League. Après, je comprends les jeunes. Les jeunes, ils vont arriver, vous voulez jouer. Il faut comprendre que quand on passe cette étape du 20 au senior, on est toujours en processus de formation. Ça ne va pas dire que ça finit notre processus de formation, on est senior, on va jouer. Et on a aussi les chances qu'on oublie des fois que notre modalité, notre discipline, le rink hockey, on a la possibilité de jouer jusqu'au âge plus tardif. C'est pas comme les foot qu'à 32 ans, 31, 33, tu finis la carrière. Ça veut dire que tu vas prendre cette responsabilité et être prêt à jouer à ce niveau-là, peut-être dans une phase 24, 25, 26 ans. Et je pense par rapport à ma génération que les jeunes ont vraiment cette manque de patience. C'est plus facile de dire l'entraîneur. Peut-être un peu impatient. Et puis, on a aussi malheureusement pour l'équipe élite plus la possibilité d'avoir une équipe réserve en N2. C'est tout de suite la N3. C'est un championnat quand même différent, bien plus bas. Enfin, ça n'a rien à voir évidemment avec la N2 et encore moins avec la Nationale 1. Bon, après, en espérant que ça fasse le bonheur d'autres clubs, hein, mais c'est bon, c'est vrai que c'est toujours frustrant de voir des jeunes partir. Par contre, par rapport à ton boulot, donc toi tu es éducateur à la Vendéenne, j'ai l'impression qu'on a un vivier de jeunes plutôt intéressant et un potentiel qui arrive là et qui risque d'un petit peu de vous taquiner dans les prochaines années là. Ouais. Non, exactement. C'est vrai qu'on a sur une très bonne génération. Je parlais de l'école patinage où je jouais au 20. On est presque, bien sûr qu'on a des générations meilleures que les autres et des catégories meilleures que les autres, mais en général, on est déjà qualifié pour la demi-finale et on arrive à être compétitif en toutes les catégories. Après, faut pas oublier, faut pas continuer de travailler. Je pense qu'un problème aussi qu'on a quand on joue à un club comme la Vendéenne, qui sont des enfants qui sont habitués à être souvent c'est les phases finales, être souvent comme champion de France. Et des fois, mais après, fait partie aussi de mon travail de modifier ça, que des fois, on a l'impression qu'on sait déjà tout faire. Et je pense que ça, c'est là qu'on devrait être vraiment fort mentalement et garder cette envie de travail et cette humilité de travail pour encore progresser jusqu'à l'équipe principale. Je répondre plus concrètement à ta question, oui, je pense qu'on a de bons jeunes dans notre club, de très bons jeunes même. Malheureusement, ces jeunes, ouais, comme tu disais, qui étaient pour la plupart dans les équipes qualifiées pour les demi-finales, voire pour les finales, enfin, on a plutôt l'habitude à la Vendéenne de les voir, qui ne pourront pas cette année défendre soit leur titre ou aller le chercher cette année. Et puis le quatrième départ, ton frangin, Erwan Lilian, alors qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'as pas réussi à le retenir, la région lyonnaise lui manquait trop, il fallait absolument qu'il retourne là-bas. Dis-nous-en un petit peu plus. Ben ouais, j'ai pas réussi à le retenir malheureusement. Non, c'est une décision. Lui, pour le coup, c'est une décision plus personnelle de projet de vie et voilà, on peut que respecter. C'est malheureux, hein. Moi, ça va me faire vraiment bizarre de plus jouer avec lui. C'est clair que d'avoir une petite partie familiale, c'est toujours très important. Qui plus est sur le terrain, nous on a pu avoir cette opportunité-là de pouvoir jouer au niveau en le partageant entre frangins. Donc c'est vrai que ça a été quand même une superbe
une superbe opportunité. Maintenant, voilà, lui de son côté, il voyait plutôt sa vie à Lyon. Ses amis, la plupart de ses amis sont à Lyon, et moi, la seule chose que je peux lui souhaiter, c'est qu'il soit heureux. Donc voilà, c'est mieux pour lui. Donc on peut que lui souhaiter du bonheur pour la suite. Et puis, ben, pour revenir juste rapidement aussi au niveau des jeunes, c'est vrai que c'est toujours dommageable d'avoir des jeunes formés au club qui partent. Maintenant, c'est leur décision. Comme disait Edouard, c'est vrai que parfois, quand on est jeune, on peut être un petit peu impatient, on peut parfois être à la recherche de temps de jeu ou quoi que ce soit, un petit peu trop rapidement, mais de toute façon, peu importe quoi qu'on fera, de toute façon la recette ça sera du travail, parce qu'il faut pas croire, hein, malgré tout, quand on part dans un club ou quand on arrive dans une équipe, l'adaptation est toujours compliquée, faut toujours travailler. Donc voilà, eux ils ont pris cette décision là, donc moi je leur souhaite de réussir, je leur souhaite de pouvoir aller chercher le temps de jeu qu'ils souhaitent, de pouvoir avoir une progression, la progression qu'ils souhaitent. Mais dans tous les cas, ils seront obligés de pouvoir travailler durement pour pouvoir réussir à obtenir ce qu'ils veulent. Et puis bon, bah, pourquoi pas, peut-être qu'un jour ils rejoindront une nouvelle fois la maison de la Vendéenne, et on les accueillera à bras ouverts. Donc voilà, bonne continuation à eux en tous les cas, et on se reverra très vite, quoi. Ouais. La maison de la Vendéenne, comme tu en parles, bon, toi, ça va être la 6e année que tu poursuis à la Vendéenne. De Hart, c'est uniquement la 3e année. Pourtant, j'ai l'impression que ça fait une éternité que vous êtes avec nous, entre guillemets. C'est quoi les forces, les valeurs de la Vendéenne qui font que, bah, au final, il y a quand même 6 joueurs ou 7 joueurs qui restent et qui donnent envie, en fait, de rester dans ce club où bah, faut bosser, faut donner, hein, très clairement, mais derrière, j'ai l'impression que vous recevez pas mal aussi. Pour moi, la question, c'est très facile à répondre, parce que quand le club reçoit d'une fois, comme moi, personnellement, j'ai été reçu, c'est vraiment facile d'être ici et avoir envie de continuer ici. En plus, quand tu es quelqu'un d'étranger et tu es loin de ta famille, et tu as une deuxième famille qui t'accueille, en parlant des bénévoles, des copiers, des staff, des gens comme toi, tous les gens à côté du tour du club te reçoivent et te font ressentir comme chez toi, bien sûr, ça facilite les choses. Du coup, c'est pour ça que je dis que c'est facile de répondre à cette question. C'est votre forme d'être, votre forme d'accueil et votre valeur que vient au encontre de ma forme d'être dans la vie. C'est pour ça que je suis très content d'être ici. Et Erwan, t'es vendéen maintenant? De toute façon, tu parles presque le patois, si je dis pas de bêtises. Ah, mesdames. Non, mais oui, mais bien sûr, ça va rejoindre totalement ce que dit Duarte. Même si finalement, moi je suis pas étranger. Malgré tout, ma famille est aussi à plus de 700 km. Donc c'est vrai que la Roche, ça, c'est quand même relativement bien le faire. C'est quand même relativement bien accueillir. Il y a toute une osmose avec tout le monde, avec les bénévoles qui font juste un travail de malade, qui ont toujours le sourire, que ce soit les dirigeants qui sont toujours là pour nous, les dirigeants qui nous emmènent aussi. Enfin, nous on a quand même cette chance-là d'être dans un club avec des dirigeants qui rechignent pas à nous emmener en déplacement, en minibus, pour que nous, juges, joueurs, on n'ait que à jouer et pas à conduire après les matchs. Pour l'avoir connu déjà dans un autre club, c'est quand même un luxe qui est quand même assez énorme. Des supporters aussi qui sont relativement présents, des partenaires qui sont relativement présents. Donc tout ça, en fait, mis bout à bout, font que il y a aussi la ville. Enfin voilà, on est aussi dans une ville qui connaît le rink hockey. C'est quand même, il y a quand même pas beaucoup de villes où le rink hockey est connu. Et à La Roche, quand on dit qu'on joue à la Vendéenne, il y a quand même pas grand monde qui ne sait pas ce que c'est la Vendéenne et qui ne sait pas ce que c'est le rink hockey. Donc c'est une institution qui a été mise en place par les générations avant, qui perdure et qui fait que tout ça, finalement, il y a une énorme famille, il y a un énorme vivier de travail de jeunes, et que nous, quand
quand on est joueur, c'est tout simplement juste un réel plaisir, un honneur. Et puis, on n'a plus qu'à mouiller le maillot pour être accepté de tout le monde, quoi. Ouais, ok. Bon, des questions sur les recrutements hein, pour la saison prochaine. On vous donnera. Alors, vous imaginez bien que la saison s'étant terminée un petit peu plus tôt, les téléphones commencent un peu à chauffer dans tous les sens et les confirmations vont se faire au fur et à mesure. Évidemment, la Vendéenne va recruter pour l'année prochaine hein, pour compléter son effectif et puis figurer au mieux sur les derniers, sur les différentes compétitions. Mais on en saura sûrement un petit peu plus avec Jean-Philippe vendredi et puis on va essayer de vous confirmer au plus vite hein, tous les joueurs restants. La saison prochaine, va falloir s'y projeter quand même assez rapidement. On peut commencer à parler d'objectifs. Alors évidemment, ils sont toujours le plus haut possible pour la Vendéenne. Duarte, pour toi, l'année prochaine, est-ce qu'il y a une priorité sur une des compétitions? On va être en Coupe de France à nouveau, en Championnat de France, Ligue des Champions. Est-ce qu'il va falloir sélectionner? Est-ce qu'il va falloir être bon partout? Comment tu vois les choses? Bon, déjà, quand on joue un club comme les Vendéenne, les objectifs sont clairs. Toutes les années sont les mêmes, c'est se battre pour le championnat. Il faut être présent sur les Final Four France. Plutôt sur les Champions League, j'espère que je peux apporter pour les championnats. Comme vous avez parlé au début de cette émission, ça va nous donner des matchs très difficiles avec une autre intensité que j'espère que je vais apporter sur des exemples pour les championnats. Après, sur les objectifs, c'est déjà essayer de faire mieux cette année. Ouais. C'est facile les réponses, c'est essayer de chercher cette titre et cette première place. On ne peut pas avoir un autre objectif sinon cette là. Et être présent sur les Final Four et jouer tous les titres. Après, sur le Champions League, essayer de faire le mieux, essayer de faire des matchs très intéressants ici à la maison, pour aussi pour le développement du hockey français, pour notre ville, pour notre club. Essayer de faire une très bonne figure et qui nous apporte aussi pour la suite, ça va être le championnat et les Coupes de France, bien évidemment. Toi, Erwan, les objectifs, bon, j'imagine qu'ils vont être proches. Est-ce qu'il y a aussi des objectifs perso avec cette place de meilleur buteur, pourquoi pas la garder l'équipe de France derrière, bon, c'est un objectif perso, mais un petit peu à part. Pour la Vendéenne, en tout cas, tu te vois comment et comment préparer cette saison ouais. Le titre de meilleur buteur, en toute honnêteté, c'est pas du tout un objectif. Enfin, c'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse. Je préfère autant avoir des titres collectifs et pouvoir les fêter correctement avec les copains. On sait bien faire à la Vendéenne. Donc évidemment, ça va être l'année prochaine, on en a 4. Hein. Très clairement, on va en avoir 4. Donc, il va y avoir la Coupe de France, il va y avoir le championnat, il y aura ça peut-être la Super Coupe, il y aura l'autre Coupe de France. Donc, le but, ça va être de pouvoir en ramener un maximum, de se rapprocher, comme disait Edouard, au maximum de ces titres. Après, on sait très bien que parfois sur un match, il peut y avoir de la malchance, il peut y avoir des choses qui tournent mal, mais voilà, ça va être de se rapprocher au maximum de tout ça pour pouvoir en avoir le maximum possible. En Champions League, si je me trompe pas, il n'y a pas de club français qui a réussi à passer les poules. Après, évidemment, ce serait être prétentieux de dire que notre objectif c'est de passer ces poules, mais voilà, on va essayer de figurer du mieux possible pour pouvoir peut-être à un moment donné sur un match ou deux essayer de rêver et pourquoi pas s'y retrouver. En tous les cas, ça demandera beaucoup de travail et ça dépendra aussi de notre rendement au niveau du championnat et de tout ce qu'on sera capable de faire. Et puis au niveau personnel, évidemment, hein, bien sûr, je vais pas me le cacher, bien sûr que l'objectif d'accrocher l'équipe de France ça fait partie des objectifs dans ma tête, mais le plus important reste le club. Et si je suis capable à un moment donné de bien fonctionner, que l'équipe fonctionne bien, il y a pas de raison que ça n'arrive pas. Donc l'entité club restera évidemment toujours le plus important. Ok. Duarte, si on devait retenir un moment, une émotion, un match sur cette demi-saison, ce serait quoi? Pas facile, hein? On a les matchs cette année contre Québec. Je pense qu'on a cinquième grand match. On est en train de diffuser, là, vous le voyez pas, mais j'essaie de diffuser des petites vidéos là-dessus. Ouais, c'était un sacré match, ça. Ça a été un sacré match.
peut-être les moments moins bons, ça a été l'an dernier, les 4 finales contre Saint-Omer, qu'on perd au pénal pour ça c'était l'année pour les Final Four Coupe France. Peut-être c'est les 2 moments les plus positifs et les moins bons, ça a été ces 2 moments ici, avec la Vendée. Et toi, Erwan, sur cette première partie de saison là, tu retiens quel moment, quel match? Qu'est-ce qu'elle Je suis assez d'accord avec Duarte au niveau du championnat. C'est vrai que le match de Québec, c'était certainement été peut-être un des matchs les plus aboutis qu'on a fait, et puis avec pas mal aussi de réussite. Après, moi, je pense que le vrai match à retenir, ça reste le match de Caldes quand même, où on a pu se frotter. Enfin, je pense que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un match d'une telle intensité à l'Angelmière, même si voilà, la qualification n'était pas au bout, mais sur ce qu'on a été capable de montrer, l'ambiance qu'il y a pu y avoir, parce que je pense que ceux qui étaient présents, à un moment donné, on a même commencé à y croire. On pensait même que la magie de l'Angelmière aurait peut-être pu opérer. C'est vrai. C'est vrai. Donc voilà, il y a eu vraiment un élan, un public, il y avait de l'intensité, il y avait du physique, il y avait des beaux gestes, il y avait de la vitesse. Enfin voilà, c'était vraiment un très très beau match, et moi, ce serait celui-là que je retiendrai. Ouais. On remercie d'ailleurs pour l'ambiance les Eagles forts. Hein. On voit quand ils sont pas là, qu'ils mettent une superbe ambiance à la salle de l'Angelmière cette année. Un petit clin d'œil. Merci à eux. On touche à la fin de ce live, messieurs. Des questions sur les recrues encore une fois, mais bon, je vous l'ai dit, on répondra à ça plutôt en fin de semaine. Pas mal de coucou, etc. Des messages en portugais aussi. Il faudrait que tu ailles faire un tour de Hart, parce que je suis désolé, je comprends pas. On a beaucoup parlé de nos cheveux, de notre barbe, etc. Mais bon, je pense que tout le monde est un peu de la même façon en ce moment. Je vous propose un petit jeu, les gars, pour terminer ça là, dans la bonne humeur. Il faut répondre par le nom d'un de vos coéquipiers de cette année. Ok. Ça peut être aussi le staff. Faut se lâcher. Vous répondez en même temps. Vous pouvez être d'accord, pas d'accord. Ok. Alors, dans l'effectif, qui c'est le plus bosseur à l'entraînement? Celui qui bosse le plus? Ah, c'est dur ça. Hein. On est une équipe de bosseurs. C'est une équipe de bosseurs? Ouais. Bon, allez, moi je dirais Marcos. Moi, je dirais Marcos et Lucas. Ok. Celui dans les étrangers qui parle le mieux français? Duarte. Duarte? Ouais. Ouais, Duarte, ouais. Bon, à part de passer riche des fois, autrement c'est bon. Je dirais Marcos aussi, sinon Marcos il va être jaloux. Ouais, Marcos aussi. Qui c'est qui parle le plus de langues? Mais moi j'ai ma réponse. Ah, c'est moi. Ah bah ouais, c'est toi, ouais. Tu parles des langues. Ah oui. Ah bah ouais. Oui. Je parle italien, allemand, tout ça. Tout. Puis vendéen. Et puis vendéen, portugais, tout. Je vais vous dire qu'en normalement on devrait y être. On va rentrer? Normalement ça devrait revenir. J'ai l'impression d'avoir un petit souci de réseau. Normalement, ça passe pas chez toi ou quoi? Ça doit. Bah pourtant, j'ai la fibre et tout, hein. Putain. On devrait être revenu là. Vous voyez quelque chose, vous les gars, ou pas? Moi, je vois rien du tout. Moi, je suis sur mon téléphone. Ah bah oui, c'est vrai. Ouais, c'est bon. On est revenu. C'est bon, on est revenu. C'est bon. Bon, petit problème technique, excusez-nous. Ça marchait trop bien. C'est dommage. On finit sur les questions, parce que tout le monde les attend. On avait commencé, on était aux 2 premières. Vous avez le droit de changer vos réponses, les gars. Je reprends. Qui c'est qui a le plus gros shoot? Le plus carré ou le plus gros? Le plus gros shoot, le plus gros scrap. Stan, Marcos, Tommy Charou. Ok. Ouais. Qui c'est qui passe le plus de temps sous la douche? Ça, c'est important comme. Facu. Facundo. Facu, faut qu'ils mettent la crème, tout ça, le gel. C'est Facu. Les Argentins, les 3 Argentins. Les Argentins, c'est la cata. On croirait qu'ils n'ont pas d'eau à la maison. Je ne sais pas si tu as entendu la réponse tout à l'heure, mais qui c'est qui parle le plus de langues différentes? Ça, c'est moi, ça. Et ça, il n'y a pas. Erwan. Le lyonnais.
polyglotte, todos. Ouais. Qui c'est qui râle le plus? Qui c'est qui râle le plus? Qui joue le temps, jamais content. Moi. Ouais, Edouard de temps en temps, ouais. Dehors? Ouais, pas mal, Edouard. Ouais. C'est bien de le reconnaître. À qui c'est jamais la faute? Roby et Erwan. Je suis d'accord, Erwan aussi un petit peu. Hein. Maintenant que je regarde un peu plus les matchs là du côté vidéo, ouais, un petit peu quand même. Maintenant moins. Voilà. C'est vrai. C'est avec l'âge que ça diminue. J'en suis un peu ou pas d'ailleurs. Qui c'est qui parle toujours avec les arbitres? Marcos, tout le temps. C'est fatigant. C'est pas faux. J'aime bien leur parler aussi, je trouve, mais bon, ça regarde que moi. Qui c'est qui est le plus marrant, le plus drôle, qui raconte plus de conneries dans le vestiaire? Tom est pas mal, non? Tom. Ouais. Tom, Lilian. Je pense que je suis pas le dernier à en raconter aussi. Ouais, Tom, Erwan, Lilian, ouais. Marcos, de temps en temps aussi, ouais. Ouais. Il essaye, Marcos. Des fois, on se force un peu pour rigoler quand même. Et puis, c'est la dernière, c'est qui le plus gros menteur? Duarte. Ouais, c'est ce qu'on avait dit. Hein. Des fois. Des fois. Bon, faut bien arranger la vérité, ouais. Bon, écoutez. Bon, super. Un dernier mot, les gars. Qu'est-ce que vous nous souhaitez? Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Un petit message perso, Erwan, pour commencer. Moi, je souhaite à tout le monde, déjà évidemment, de rester au maximum chez eux. Je souhaite plein de courage, plein de force. J'en profite évidemment pour passer un petit bonjour à tous les bénévoles, tous ceux qui nous ont regardés, tous les supporters, tous les partenaires. Voilà. On vous attend, tous les enfants aussi du club. Voilà, on vous attend l'année prochaine. On a déjà hâte de vous retrouver. Et puis, moi, je tenais aussi à faire une petite dédicace particulière parce que cette nuit, j'ai un couple de copains qui a eu un petit bébé, un petit Basile. Donc voilà, je voulais leur donner toutes mes félicitations. On est hyper contents pour eux et on a hâte de les retrouver pour boire un coup. Et évidemment, on a aussi hâte de retrouver tout le monde pour pouvoir se retrouver et boire un coup avec tout le monde. Donc voilà, prenez soin de vous et à très vite. Duarte, un petit mot en français, puis un petit mot au portugais aussi. Apparemment, il y a tout le Portugal qui te regarde. Ouais. Non, je pense qu'Erwan a déjà tout dit. Hein. Je veux donner un grand bisou à toute la famille Lavendene et plutôt aux jeunes, que ça manque énormément de passer temps avec eux et espérons qu'on se rejoint très vite à la salle. Et aussi, je profite pour donner un bisou à ma mère. J'ai vu qu'elle a cru 4 ou 5 fois pour raser les barbes, que je viens de voir. Ok? J'essaie de parler un peu em português. Beijinho muito grande, mãe. Hein? Logo à noite ligo-te. Tenho muitas saudades tuas. Beijinho. Et bon, comme ça. Bon, comme ça, c'est bon. Je dis au revoir. Oh, super. Merci les gars. Merci à tout le monde. Ça a plutôt bien fonctionné, à part cette petite coupure là sur la fin. Ça a plutôt été bien suivi, j'ai l'impression. S'il y a des questions, je vous laisse regarder les gars, puis aller les répondre aux différentes personnes. Je pense que ça leur fera plaisir. Puis quand vous avez les réponses, hein, évidemment. Merci. Moi, un petit dédicace à toute la partie com en fait. De la Vendéenne et ceux qui m'aident tout au long de l'année pour la vidéo. On a bien bossé cette année, on a bien progressé. Puis j'espère qu'avec la Ligue des Champions, on progressera encore plus. On a plein d'idées avec des nouvelles caméras, etc. Mais ça engage aussi d'autres personnes derrière les écrans. Donc je suis en phase de recrutement. N'hésitez pas à venir me voir. Mais je remercie tous ceux qui se reconnaîtront, hein, Seb, Steph, il y a Igor, Matt, qui viennent prendre la caméra hein, de temps en temps. Et puis aussi mon père, hein, mon papa, qui fait pas mal de choses pour la VPN. Lolo, ouais. Notamment, la petite vidéo que vous êtes en train de voir là, il a récupéré et tout le monde a bien joué le jeu dans le club. Il est aussi en train de construire. Il a construit l'histoire de la Vendéenne avec quatre petites vidéos là, de 2-3 minutes chacune, qui expliquent un petit peu d'où on vient, qui on est, les différents titres, les différentes générations. C'est super intéressant à regarder. Puis c'est vraiment un gros boulot. Donc, comme disent les jeunes, mettez des likes, des pouces bleus. Enfin, je ne sais pas ce que c'est sur Facebook, mais n'hésitez pas à le faire. Et puis, merci aussi à Stéphane Parenton de Voiron qui se reconnaîtra, qui m'a beaucoup aidé pour tout ce qui est live
en direct sur YouTube, sur Facebook, etc. Il m'a notamment aidé pour ce live et puis aux autres clubs à qui je posais différentes questions tout au long de l'année sur notamment à Ploufragan, à Nantes aussi, etc. Voilà, merci beaucoup les gars pour votre merci à toi Nico. Vous avez un peu de temps en ce moment. Merci à toi Nico. Bien. Et puis on se retrouve vendredi avec Jean-Philippe et puis Carlo Di Benedetto pour parler un petit peu plus de l'effectif de la Vendéenne et puis tout savoir sur la vie portugaise de notre ami Carlo. À très bientôt. Allez les rouges et noirs et allez la Vendéenne. Ciao. Allez la Vendéenne, ciao, ciao, salut. Ciao.